Bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et de participer à cette 11e édition des Rendez-vous de l'ergonomie. On est très heureux de vous accueillir. Et je vais faire 2 minutes un petit peu pour préparer et présenter un petit peu l'objet de ces 2 journées et ce qui a valu ce programme. Et puis ensuite, je passerai la parole à Catherine pour introduire ces 2 journées et puis lancer les discussions. Voilà. Donc cette année, on a eu une organisation un peu différente des précédentes et on avait envie de mettre le métier un petit peu au centre. Et pas seulement le métier dans toutes ses facettes. Et on s'est dit que le métier, c'était pas seulement une somme de compétences, que c'était un peu plus de choses que cela. Et donc c'est ce qu'on se propose d'éclairer ou en tout cas de discuter. Alors on est parti de différents travaux, notamment comme vous avez dû voir sur le programme, je citais Vygotsky, puisque l'idée c'est que le métier il se voit en mouvement, c'est-à-dire que c'est par l'activité. Et donc ce qu'on propose sur ces 2 jours, c'est que des ergonomes plus ou moins jeunes viennent présenter leur activité d'ergonome. Alors comment ils apprennent le métier, comment ils essaient de le faire, comment ils le façonnent aussi un peu par leur action, mais comment ils essayent aussi de s'intégrer dedans, de s'engager, de s'y inscrire. Parce que si on est dans la perspective développée par la clinique du travail, sur lequel c'est fondé fortement sur les travaux de Vygotsky, le métier se construit dans son histoire, dans sa culture, et pas seulement dans l'acquisition ici et maintenant de compétences qui peuvent être plus ou moins discrètes. Et donc du coup, et ça me rappelle aussi un échange que j'avais eu avec Pierre Falzon sur c'était quoi l'objectif en fait du master et de la formation, et que l'enjeu aussi au CNAM, c'est pas seulement de former, mais c'était aussi de construire le métier par la formation. Et donc, comment ça se construit un métier ? C'est un peu immatériel. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de partir d'expérience et non pas d'une approche théorique où le métier serait descendant, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Et donc l'idée, et c'est comment on a organisé ces journées, on a fait un appel à candidature aux anciens du master. Donc merci à celles et ceux qui ont répondu présents. On a eu moult échanges. Voilà. Et l'idée, c'était de partir d'expériences très concrètes. Et donc, c'est aussi donner à voir ce qui se fait dans la formation, pour certaines des communications, pour d'autres, ce qu'ils ont fait dans leur intervention de master, et puis pour d'autres, ce qu'ils font dans leur quotidien d'ergonome depuis qu'ils sont diplômés, pour certains il y a déjà quelques années, et leur réussite, mais aussi leur questionnement au quotidien, et comment ils s'inscrivent dans un champ plus large de communauté de praticiens, et aussi de comment le métier les engage parfois, ou leur crée peut-être quelques questionnements et tourments aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on va se proposer de mettre en discussion. Alors l'idée, c'est pas de faire le tour du métier, c'est pas d'avoir une approche théorique, etc. C'est bien de pouvoir discuter du quotidien. Et puis parce que, comme vous le savez, l'objet de l'ergonome, c'est le travail des autres. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est que pour s'occuper du travail des autres, encore faut-il être un peu au clair sur son propre travail. Et donc le métier est en mouvement, parce que le monde du travail est fortement en mouvement. Mais ça, je pense que Catherine pourra en dire 2 mots aussi plus fortement que moi. Et puis on accueillera Béatrice aussi sur ces 2 jours-là, qui est dans la salle, qui
qui écoute et qui suit les communications et qui nous donnera un peu son point de vue avec Catherine lors de la mise en perspective vendredi. Donc, comment on a organisé ces 2 jours? En 4 temps. Et donc, ces 4 temps, les 3 premiers sont organisés de la même manière, avec des communications qui sont suivies d'une discussion à partir d'une réflexion qu'on peut avoir collective, c'est-à-dire avec l'ensemble de la salle, sur qu'est-ce que en quoi ça nous interpelle, quelle réflexion ça nous amène. Et donc, on a une première thématique donc ce matin, autour ergonome, un métier d'intervenant, où on a des présentations d'intervention avec des questionnements donc, des intervenants. Et on aura Nathalie Chiosi et Gaëtan Bourmeau qui animeront le débat. Cet après-midi, on fera un focus sur quelque chose qu'on aborde peut-être moins dans la formation, au cœur, parce que l'intervention, c'est quand même très au cœur de la formation, c'est quand même un axe très fort. Mais les conditions dans lesquelles on s'inscrit pour faire le métier et tout ce qu'on a à faire pour pouvoir le faire, ça peut-être on l'aborde déjà un petit peu moins. Et donc on va avoir des retours d'expérience de collègues qui mettent des choses en place dans les structures dans lesquelles ils sont pour pouvoir développer leurs interventions, leur métier. Et donc le débat sera animé par Anne Grunstein et Pierre Jourdain. Et puis demain matin, on poursuivra nos échanges avec, voilà, donc c'est un parti pris de voir l'intervention comme un moyen pour développer le métier, c'est-à-dire que l'intervention, on le voit comme un des axes, l'activité de l'ergonome, et par son activité d'intervention, comment le métier évolue par petites touches, ou par grosses touches peut-être, on va voir s'il y a des moments de rupture. Et donc on aura des communications aussi là, plus sur des expériences dans la formation, par la formation, et comment on est en apprentissage un peu permanent, même quand on a déjà quelques années d'expérience. Et donc le débat sera animé par Sébastien Arnaud et Géraldine Baudy. Et puis on arrivera comme ça vendredi après-midi avec les questions des promos de Master 1 et de Master 2. Donc à vos écoutes, à vos crayons, voilà. Et puis on aura quelques représentants qui viendront participer au débat à partir des questions de la salle, et particulièrement plutôt des alternants en cours de formation. Et puis ensuite, on aura le privilège d'écouter Béatrice et Catherine sur leurs impressions, réflexions, ouvertures. Voilà, je vous laisse piocher sur la manière dont vous voulez porter cela, sans vous mettre une pression, parce que c'est un exercice très difficile. Voilà. Donc je vous remercie d'être présents, et puis eh bien, c'est parti pour la discussion, et je passe la parole à Catherine. Ça marche, oui. Bon, ben, merci beaucoup Christophe, merci aussi voilà, de l'invitation, et ravie d'être avec vous pour ces 2 journées pour parler du métier et des mouvements dans le métier. Alors pour introduire ces 2 journées sur ces questions justement des mouvements du métier, je tente une lecture, on va dire, historique et rétrospective, hein, en repartant d'un certain nombre d'événements qui, à ma connaissance, finalement, ont marqué à la fois la discipline, alors que je représente ici en haut, hein, de la frise chronologique, et puis qui ont également marqué, me semble-t-il, le métier, que je représenterai en bas de cette frise chronologique. Alors le métier, au sens dont a parlé Christophe, et en insistant plus particulièrement sur ce qui relève du transpersonnel, c'est-à-dire ce qui fait histoire commune entre nous au cours de ces années. Je vais essayer donc de ressortir un certain nombre de mouvements conjoints entre la discipline et le métier,
en repartant des années 50, qui, de mon point de vue, voilà, sont des années un peu charnières pour à la fois la discipline et le métier, et puis en remontant jusqu'aux années 2020, notre actualité. Alors évidemment, c'est une vision très partielle quand même de cette histoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Sûrement une vision qui est très aussi marquée par le parcours au CNAM et peut-être aussi un peu parisiano-centré. Donc on pourra avoir ce que j'ai oublié et qui relèverait sûrement d'autres dimensions. Et donc bien sûr, cette présentation mériterait et méritera d'être discutée, enrichie avec un certain nombre d'échanges au cours de ces 2 journées. J'espère en tout cas que ça permettra finalement de mettre en perspective et de faire une rétrospective sur le long terme, sur nos affaires de métiers en mouvement qui vont nous occuper donc, au cours de ces 2 journées. Donc on commence et pour démarrer, donc je remonte aux années 50 et notamment alors, du côté de la discipline. Je retiens 2 éléments importants, me semble-t-il. Tout d'abord, en 1955, l'apparition d'un ouvrage d'Ombre d'Anne et Faverges sur l'analyse du travail, facteurs d'économie humaine et de productivité, où on a déjà un certain nombre de fondamentaux, on va dire, et d'éléments fondateurs de notre discipline, notamment la distinction entre tâches et activités, la manière dont ces auteurs insistent sur les méthodologies spécifiques pour faire l'analyse de l'activité. Très bien. Et puis, effectivement, aussi l'importance de prendre en compte un certain nombre de facteurs qui, du point de vue de ces auteurs, déterminent l'activité, comme les dimensions économiques, sociales, etc. Et puis, deuxième ouvrage, me semble-t-il important, c'est en 1958, l'ouvrage « Adapter le travail à l'homme » de Faverges, Leplat et Guiguet, qui se positionne résolument du côté de la transformation du travail par l'adaptation de ce travail à l'homme. Alors, en parallèle de ces premiers moments pour la discipline, de ces éléments marquants pour la discipline, un élément aussi, un événement marquant pour le métier, c'est en 1955, toujours, le recrutement d'Alain Wissner à la Régie Renault pour justement devenir ergonome interne dans cette entreprise. Et donc, c'est les débuts, finalement, de l'ergonomie interne en entreprise, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Alors, ces événements, bien sûr, il y en a plein d'autres que je n'ai pas ici cités, notamment le développement dans la région de Strasbourg avec Bernard Metz de tout un laboratoire sur des dimensions très physiologiques, mais voilà, des prémices aussi de l'ergonomie. Ces éléments-là, me semble-t-il, sont intéressants parce qu'ils permettent de comprendre que finalement, à la fois, ce sont les débuts de la discipline et qui s'est construite en réaction, mais aussi qui s'est nourrie d'un certain nombre d'autres disciplines comme la psychologie industrielle, la physiologie du travail, la médecine hygiéniste ou encore le human engineering venu d'Amérique, notamment par un certain nombre de ces auteurs qui avaient participé à des échanges avec les États-Unis post-Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce que l'on note dans les spécificités de cette période, me semble-t-il, c'est que du côté de la discipline, quand même, on est dans une ergonomie essentiellement de laboratoire, où ces réflexions sur le travail et sur l'adaptation de la machine à l'homme se font quand même fortement en situation de laboratoire. Et puis, du côté du travail, où il s'agit de corriger le travail, et donc de faire une ergonomie que l'on a pu appeler de correction, que vous voyez donc en bas de la frise. Seconde période, ce sont les années 60, alors avec notamment, bien sûr, la création de la Société d'ergonomie de langue française, une société savante qui vise à promouvoir les recherches menées en ergonomie, mais qui très vite aussi va être un instrument de structuration
du métier, par le développement de congrès, par le développement aussi de réflexion sur la définition de la discipline, sur les frontières de cette discipline, etc. Et puis en 1966, la création du laboratoire d'ergonomie au CNAM et de ses premiers enseignements pour des acteurs de l'entreprise qui vont permettre justement d'acculturer et puis de développer une réflexion en entreprise avec ces acteurs. La construction donc, de ce laboratoire par Alain Wissner et puis par un certain nombre de ses collaborateurs, je citerai Catherine Tégère, Antoine Laville, Jacques Thereau et puis bien d'autres ensuite, vont permettre à l'ergonomie, et c'est un second temps qui me semble important, de sortir du laboratoire et de développer justement à la fois des outils théoriques mais aussi méthodologiques pour faire de la recherche scientifique en situation réelle de travail. Donc ça, c'est un élément important et qui va permettre notamment de développer tout un tas de connaissances sur la dimension intellectuelle des activités ouvrières et manuelles, et puis de faire des liens importants entre les questions de santé et d'activité. En quoi l'activité est un moteur de construction de la santé. Du côté du métier, je note notamment le développement d'une autre déclinaison de la manière dont on pratique ce métier, notamment avec l'arrivée des premières activités de conseil en entreprise, suite notamment à la formation de Jacques Christol, qui va se former en ergonomie donc, au début des années 70 et qui très vite après va développer une activité de travailleur indépendant, de conseil aux entreprises, avant de fonder fin des années 70, début des années 80, le premier cabinet conseil en ergonomie à Toulouse. Ces années 60 et 70 poursuivent donc avec les années 80, où là, du côté de la discipline, je note notamment le développement important de nombreuses formations dans différentes régions, qui permettent justement, en lien avec le tissu universitaire, de développer un certain nombre de formations à Lille, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, et qui vont permettre d'essaimer la pratique de l'ergonomie et de développer le métier aussi. Et puis également la création d'une formation à la recherche en ergonomie portée par Maurice de Montmolin et Alain Wissner, qui va être aussi très importante parce qu'elle va permettre de former les futurs collègues de demain qui vont pouvoir occuper des postes ensuite dans les universités et les établissements de recherche, alors en France, mais aussi, ce qui est important à avoir bien en tête, à l'étranger, notamment au Brésil, au Canada, en Belgique, au Chili. Et ça, ce sont aussi des éléments très importants de l'histoire. C'est à ce moment-là aussi que apparaissent les éditions Octares. Ce sont des éditions qui, au départ, sont vraiment portées par l'ergonomie et le souhait de développer justement une maison d'édition qui permette de rendre visibles les connaissances produites en ergonomie. Et puis également un certain nombre d'ouvrages. Alors, notamment, évidemment, un ouvrage assez incontournable au début des années 90, qui est un ouvrage qui est devenu un ouvrage de chevet pour nombre d'entre nous, qui est l'ouvrage « Comprendre le travail pour le transformer » de Guérin, Laville, Danielou, Durafour et Kerguelen. Alors, c'est une mine à la fois qui permet de décrire finement, mais aussi d'illustrer à la fois la démarche, les concepts, les outils de l'ergonome, en allant de l'analyse de la demande jusqu'au diagnostic. Alors l'ergonomie aussi s'ouvre à cette époque à des approches développementales. Alors je pense notamment aux travaux par exemple de Pierre Rabardel qui vont arriver dans ces années-là, mais aussi aux travaux dans le champ de la formation avec les travaux de Catherine Tégère, et puis également
les développements d'Alain Wissner sur l'anthropotechnologie, qui vise aussi une autre manière de penser le développement dans ce cadre-là, et notamment en lien avec les pays en voie eux-mêmes, qu'on appelle en voie de développement. Du côté du métier, eh bien, je retiens notamment 2 événements. En 1994, la création de l'Association pour la reconnaissance du titre d'ergonome européen, et le titre associé à cette association, même si le titre est au niveau du CRE, c'est-à-dire au niveau européen, qui va voilà, donner une autre stature, on va dire, au métier, et essayer là aussi de le structurer. Alors ce sont des réflexions qui sont à l'initiative notamment d'Yvon Keinec et de François Danielou. Et puis les dirigeants de cabinets et conseils se structurent en syndicats avec la création du SINOV en 1997. C'est aussi une époque, me semble-t-il, et il faut le souligner, où l'ergonomie et les ergonomes vont commencer à s'investir fortement, non plus seulement dans la correction de situations qui seraient jugées dégradantes pour la santé des travailleurs, mais dans des gros projets de conception, industrielle ou autre. Voilà. Dernier temps de cette frise chronologique, et brossé évidemment à très grands traits, pour finir donc les années 2000, où là, du côté du métier, donc je retiens notamment la nouvelle déclinaison du métier avec la loi sur la pluridisciplinarité dans les services en charge des questions de santé au travail, et donc l'arrivée d'ergonomes parmi d'autres métiers dans ces milieux-là, qui vont permettre de décliner autrement encore le métier d'ergonome. La création, alors quasiment en parallèle, de 3 associations, le Collège des enseignants-chercheurs en ergonomie en 2006 et en 2008, ADECAP, donc l'association des ergonomes internes, et le RJCE, qui est une association pour les jeunes chercheurs en ergonomie, qui vont compléter finalement la structuration, là aussi, des formes d'exercice du métier. Et puis, enfin, du côté encore du métier, la définition en 2018 du label ergonome junior certifié, qui est le fruit justement des réflexions de l'ensemble de ces associations et syndicats qui permettent à la fois d'attester d'une qualité de formation parmi une offre parfois un peu foisonnante en ergonomie et sur laquelle on va dire les élèves ont parfois du mal à comprendre où est-ce qu'on se forme vraiment en ergonomie, et puis qui permettent aussi d'éclairer la manière dont on recrute des ergonomes. En tout cas, c'est l'objectif. Du côté de la discipline, je vous propose de retenir évidemment deux parutions. Il y en aurait bien d'autres possiblement, mais au moins 2. L'ouvrage coordonné par Pierre Falzon en 2013 sur l'ergonomie constructive, qui se veut être un manifeste justement qui propose une ergonomie qui s'intéresse à ce qui fonctionne, à la manière dont le travail peut être facteur de santé, en réaction finalement à une ergonomie défensive où souvent le travail peut être réduit à ses dimensions délétères. Et puis enfin, l'ouvrage Concevoir le travail, défi pour les ergonomes et l'ergonomie de Guérin, Pueyo, Garrigou, Hubo et Béguin, paru en 2021, qui propose finalement un prolongement de l'ouvrage Comprendre le travail pour le transformer, notamment en partant des acquis de cet ouvrage, mais en développant les dimensions de conduite de projet et d'accompagnement du changement qui étaient absentes de l'ouvrage précédent. Alors, ces dernières évolutions, de mon point de vue, marquent finalement 2 nouveaux embranchements, à la fois pour la discipline et pour le métier. Du côté de la discipline, il me semble que c'est un changement d'échelle pour la discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de travaux en ergonomie tentent de développer des réflexions et des approches à l'échelle des territoires, en sortant donc de l'entreprise. D'accord ? Donc on est sorti du laboratoire, puis maintenant on essaye aussi de sortir de l'entreprise en s'intéressant aux conséquences que cela peut avoir, notamment en termes d'action sur les politiques publiques. Et puis du côté du métier, eh bien, il y a un nouvel embranchement, il me semble, dans la manière dont les ergonomes aujourd'hui réfléchissent à leur contribution
sur le devenir même du travail. Un travail pris dans des enjeux macroscopiques aujourd'hui qu'il est difficile d'ignorer, me semble-t-il, tant les leviers d'action que peuvent être le travail pour les enjeux de transition écologique notamment, mais aussi de mouvement et de sécurisation des populations, sont des éléments majeurs sur lesquels les ergonomes ont à travailler et réfléchir. Pour finir, des questions en suspens qui pourront peut-être être rediscutées autour de ces 2 journées. Évidemment, on n'a pas fait le tour de tout et le mouvement ne s'arrête pas là. Hein, donc voilà, on a d'autres questions à travailler. Et en essayant de reprendre mon découpage entre discipline et métier, même si on sait bien que c'est un découpage artificiel et que voilà, les choses ne sont pas étanches, fort heureusement. Du côté de la discipline, je dirais qu'il y a probablement à se poser un certain nombre de questions sur comment la discipline peut contribuer à finalement aller au-delà d'une ergonomie du travail salarial. Aujourd'hui, beaucoup de connaissances en ergonomie sont construites sur un travail, mais un travail bien particulier, celui du salariat. Or, on sait qu'il n'y a pas que le travail salarial, et donc c'est une dimension, me semble-t-il, importante pour développer de nouvelles connaissances sur le travail dans ce cadre-là. Deuxième question, c'est une ergonomie au-delà de la diversité des hommes, c'est-à-dire en prenant en compte cette question de la diversité pour de vrai, en s'intéressant notamment, comme le font alors un certain nombre de collègues déjà, hein, notamment je pense au groupe Genre et Travail en France et à l'international, dont nous avons une éminente représentante en la personne de Béatrice Barthes. Mais il me semble que nous avons encore des progrès à faire de ce côté-là, puisque beaucoup de nos opérateurs eh bien, sont encore pas souvent genrés, très peu acculturés, on va dire, voilà, apatrides aussi souvent, sans âge, etc. Et qu'il me semble que pour comprendre ce qui se joue dans le travail, eh bien, ces dimensions-là de la diversité sont à prendre au sérieux et à développer encore. Dernier point sur ces dimensions, c'est s'intéresser et voir comment l'ergonomie peut aller au-delà de la réflexion sur l'intervention durable, qui ont été des grosses questions, on va dire, qui ont porté les réflexions dans les années 90-2000. Aujourd'hui, cette question du durable est au-delà de l'intervention, me semble-t-il, et que donc il faut s'intéresser aux enjeux de la durabilité du travail. Alors, je pense notamment à la commission développement durable d'Arpège, hein, et Gaëtan Bourmeau notamment. Je pense aussi aux travaux des collègues à Lyon qui s'intéressent aux liens entre ergonomie et anthropocène, et aussi aux réflexions que nous menons au CNAM sur travail soutenable, en lien notamment avec les collègues du GISCREAPT. Du côté du métier, 2 questions rapides, mais qui sont des grosses questions. C'est du métier d'ergonome à la reconnaissance de la profession. Alors, on ne va pas se cacher que c'est un serpent de mer, hein, donc on va pas résoudre la question dans ces 2 jours, mais voilà, c'est une question qui ressurgit régulièrement et sur laquelle eh bien, il faut que nous nous remettions au travail, parce que c'est une question difficile, une question politique aussi, et que donc voilà, ça a des enjeux parfois qui potentiellement peuvent nous dépasser. Et puis enfin, pour ouvrir aussi, se dire que le métier d'ergonome, certains et certaines d'entre nous l'exerceront peut-être durant toute leur carrière, mais on peut penser aussi à qu'est-ce qu'on fait après avoir été ergonome. Et ça me semble important aussi dans ces questions de mouvement, dans le métier, mais aussi au-delà du métier, eh bien, de se dire que finalement, ça pourrait être de bon augure d'avoir des managers de production, des responsables de sites, des agriculteurs, des enseignants, des artisans, qui avant d'être tout ceci, eh bien, aient été ergonomes. Parce qu'il me semble que ça pourrait être
une manière finalement d'appréhender autrement la question du travail, et notamment dans leurs pratiques nouvelles, que cette connaissance du travail portée vers le travail réel puisse être une ressource aussi dans la construction de leur future profession. Voilà, je vous remercie.